écouter Jasmine Rassi de l'Université de Bordeaux, qui va nous parler de géanthermoluminosité et de surface active. Bon, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir et un honneur d'être ici. Je tenais à remercier la SNF, les comités scientifiques, les comités d'organisation, en particulier Thomas qui a répondu à toutes mes questions par mail. Je dois vous avouer, je suis un peu stressée. Surtout après la matinée, après l'exposé magnifique de Anne, et après c'est dont on vient de parler. Je suis désolée, moi j'ai fait des maths qui pour l'instant ne s'appliquent pas. Et d'ailleurs, d'habitude, je ne me préoccupe pas de leur application parce que, bon, ça va. Pour l'instant, je vis dans un monde heureux où je fais mal à personne, j'espère. Donc, bon, peut-être à vous pour 40 minutes, mais vous inquiétez pas. Le but aujourd'hui, d'ailleurs, je m'excuse déjà par avance avec les spécialistes dans la salle. L'idée, ce n'est pas de donner un exposé pour des spécialistes. L'idée, c'est de vous convaincre qu'il y a de la beauté dans ce type de questions auxquelles on s'intéresse, qui peuvent être intéressantes, par elles-mêmes, même si elles ne s'appliquent pas. Je suis désolée, là, je suis un peu stressée. Bon, du coup, si vous ne comprenez rien au titre, c'est bien. Ok? C'est vraiment c'est bien. Donc, à quoi on va s'intéresser dans les prochaines 40 minutes? Donc alors, je pourrais commencer en vous disant que moi j'ai fait des systèmes dynamiques dans les cadres complexes, donc je prends l'itération d'un endomorphisme holomorphe d'une variété complexe à elle-même, et puis vous déroulez tout un tas de trucs, mais en vrai, c'est qu'on fait depuis un petit moment déjà, et c'est l'histoire franco-française, c'est on s'intéresse, qu'est-ce que c'est un système dynamique? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde des itérés, on regarde des orbites, donc en fait, on regarde juste de suites des nombres complexes définis par récurrence. Ok? Alors là, pour faire simple, parce qu'un polynôme, ça parle à tout le monde, j'ai déjà vu ce matin, je vais prendre f, un polynôme non constant, et les buts, c'est, bon, je prends, j'itère, un polynôme, je peux l'appliquer à tous les points du plan complexe, je me demande, qu'est va-t-il se passer quand je regarde le système en temps long? Est-ce que cette orbite va s'accumuler quelque part? Et si oui, comment je peux décrire ce quelque part? Ok? J'espère pouvoir utiliser la structure complexe, la structure rigide, pour donner une réponse à ça. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? C'est bon? Si jamais je vous perds, vous levez la main et vous me posez une question, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Moi, je suis là, j'ai un job, j'ai promis de faire un truc potable. Ok, bon, alors, il y a un cas simple. Il y a un premier cas simple, c'est quand je prends un point fixe. Alors, bon, je pourrais parler des points périodiques. Pour aujourd'hui, on va rester avec les points fixes, c'est plus simple. Un point fixe, il ne bouge pas. Donc, lui, c'est simple. Je sais qui est son ensemble oméga limite, l'ensemble d'accumulation de l'orbite. Ok, bon, du coup, question d'après, est-ce que savoir que j'ai un point fixe me dit quelque chose sur les points, sur les orbites des points qui sont dans un voisinage de ces points fixes? Est-ce que, au fait, je pourrais dire quelque chose d'intelligent sur comment les valeurs d'adhérence dépendent du point initial de l'orbite? Ok? Alors, bon, je vous ai pris un polynôme, donc si je ne me trompe pas, si je n'ai pas oublié ce que j'ai écrit dans mes slides, donc il y a un premier cas qui est simple, je prends les cas d'un polynôme linéaire. Tout le monde connaît ça, et puis puisque je regarde ça d'un point de vue dynamique, je peux translater, je peux changer mon repère, et donc mon point fixe, pour faire simple, je vais le mettre à l'origine. Ça ne change rien au type de réponse que je vais avoir. Okay? J'ai vu Anne aussi ce matin, elle mettait 0 à 0, c'est plus joli quand même, c'est plus simple à écrire. Et donc, dans ce cas, on sait répondre parce que les itérés, je ne l'ai pas écrit, mais... Alors, si jamais, je vais vous laisser des exercices pendant l'exposé, si jamais vous vous ennuyez, c'est enregistré. Vous faites ces petits exercices. Quand j'itère les polynômes linéaires, ça va me faire lambda n z. Donc, Zn va tout simplement être lambda n z0. Ok, vous lisez? Ok. Et donc, bon, je vais remettre en bas. Et donc, c'est simple à comprendre ce qui va se passer pour les cas linéaires. Si le module des lambda est plus petit que 1, tout le monde s'écrase sur les points fixes 0. Si c'est plus grand que 1,
strictement à un temps fini, prenez n'importe quel voisinage de 0, on va aller vers l'infini. Okay? Et les cas neutres, ben, c'est simple, hein, les orbites sont obligées de rester sur des cercles qui ont le même module que les points initiaux de l'orbite. Et ou bien l'orbite sera dense sur ces centres parce que vous êtes en train de regarder une rotation irrationnelle, ou bien ben, vous aurez juste un nombre fini de points parce que, en fait, vous aviez une rotation rationnelle et donc, quitte à prendre une itérée, vous aviez l'identité. Et l'identité est fort intéressante parce qu'elle ne bouge pas, enfin, elle ne bouge rien. Donc, rien ne se passe, tout est simple à comprendre. Donc, bon, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire maintenant les cas quadratiques, pi de degré 3, ça serait quand même un peu, enfin, pas la bonne chose à faire, ok? Maintenant, je vais vous prendre le cas d'un polynôme de degré quelconque. Okay? J'ai fixé mon point fixe, qui est l'origine, et qu'est-ce qui me vient en tête de faire? Ben, c'est un polynôme, donc je peux l'écrire. Je l'écris, je regarde sa partie linéaire, je sais ce qui se passe dans le cas linéaire. Est-ce que le cas linéaire est-ce que sa partie linéaire va me contenir toute l'information qui m'intéresse quand je regarde d'un point de vue local? Bien évidemment, cette histoire, si quelqu'un d'autre vous la raconte, si on vous raconte une histoire de dynamique holomorphe dans d'autres cadres, on pourrait s'intéresser à ce qui se passe en global. Mais là, aujourd'hui, c'est plus simple. Pour nous, on va regarder juste près d'un point fixe. OK? Alors, bon, en fait, dans presque tous les cas, alors n'ayez pas peur, ce slide est un peu lourd, c'est juste pour vous donner des vrais résultats, des résultats corrects, mais c'est que vous devez retenir, quand ça passe, c'est que dans presque tous les cas, la partie linéaire va vous donner l'information que vous voulez. C'est-à-dire, l'allure du système près du point fixe sera donnée par la partie linéaire. Alors, bon, bien évidemment, il y a le premier cas, lambda égale 0. Ah ben non, lambda égale 0, ça ne va pas me donner l'allure. Mais bon, en fait, vous regardez les premiers monômes non nuls, et celui-là, il va vous dire comment vous tendez vers l'origine. Okay? Je vous ai mis, parce que j'aime bien être précise, vous pouvez, quand j'écris localement conjugué, signifie que vous pouvez changer localement dans votre petit voisinage les coordonnées de façon holomorphe et vraiment vous ramener un modèle. Mais oubliez, si ça vous choque, oubliez tout ça. Ok? Donc, dans les cas attractifs, ça sera comme dans les cas linéaires, répulsifs, ça sera comme dans les cas linéaires. Et là, les cas neutres sera plus intéressant, parce que si vous n'avez pas une application linéaire, ben là, il y a du travail. Et il y a plus de travail, encore plus de travail, quand lambda puissance q est égal à 1. C'est-à-dire que, bon, supposons à nouveau, je vous disais, prenez votre point fixe origine, si lambda puissance q égale 1, prenons en itéré, on peut supposer que lambda est égal à 1. C'est-à-dire, je suis en train de prendre quelque chose qui est tangent à l'identité. Ben là, la partie linéaire ne va rien me donner. Okay? Si je vous prends mon exemple préféré, je déteste, c'est transparent, voilà, on va faire, ça c'est plus léger, j'aime bien. Si je vous prends mon exemple préféré, c'est un polynôme de degré 2, tangent à l'identité, ben, l'identité me dit qu'elle ne doit pas bouger. Alors que celui-là, on va regarder ensemble sa dynamique. Je suis sûre que je n'arriverai pas à dire ce que je voulais dire dans cet exposé, mais ce n'est pas grave. Si vous sortez d'ici en sachant ça, pour moi, j'ai rempli le contrat. Alors, on va faire un exercice ensemble. Okay, on va regarder ce qui se passe dans un voisinage complet de l'origine. On va commencer. Donc, j'ai f de z qui est égal à z fois 1 moins z. Et maintenant, vous voyez pourquoi j'ai mis un moins? Parce que, si je regarde dans le plan complexe, je me mets dans un voisinage de l'origine. Il ne faudrait pas faire ça, mais ce n'est pas grave. Il fallait faire d'abord les centres, les cercles, et puis les axes. Je me trompe toujours. Alors, je suis ici, je prie mon voisinage qui est de discontinuité. Bon, c'est quand même suffisamment grand. Que se passe-t-il quand je suis dans cette région? Alors, si je me restreins au cas réel, et que je prends x réel, en fait, x dans 0, 1. Alors, faisons-le, hein. F de x va être égal à x qui multiplie 1 moins x. Ah, mais x est dans 0, 1. Donc 1 moins x est plus petit que 1. Donc je multiplie mon nombre réel par un nombre réel plus petit que 1. Je reste réel et je me rapproche de l'origine. Et en fait,
petit calcul, vous pouvez continuer à le faire autant que vous voulez. Tous ces segments s'écrasent sur l'origine. Est-ce que l'origine, du coup, a une allure attractive? Bon, regardons de l'autre côté. Si je prends... Je ne sais pas combien ça sera visible. Si je... Non, vert, non, c'est pas une bonne idée. Oh là 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 là. Je vais rester en blanc, si vous voulez bien. Si je prends X, et je prends l'orange. X qui appartient à moins 1, 0. OK? Je fais exactement les mêmes calculs, mais si X est négatif, à moins X, c'est plus grand que 1. OK? Du coup, là, en temps fini, je sors de mon disque unité. Et après, en fait, bon, j'ai un polynôme, je pourrais continuer à itérer, mais là, je vais oublier. Bon, dans le cas réel, vous pouvez faire les calculs, vous allez aller vers l'infini. Et si on était en train de regarder ça dans la sphère de Riemann, c'est-à-dire si j'avais compactifié à un point, ben, l'infini, lui, c'est un point fixe rétractif. OK? Pour tous les polynômes. Mais bon, ça on oublie, on s'affiche, nous on est en train de regarder un zéro. En fait, pour plus longtemps, parce que maintenant, cette réponse que je dois vous donner, OK, les points fixes origine n'est pas attractif, donc il y a en partie, il y a un segment où c'est attractif et un segment où c'est répulsif. Ça ne répond pas à la question que je vous avais posée tout à l'heure. Que se passe-t-il dans un voisinage? J'ai fait 2 segments, c'est pas beaucoup. OK, bon, regardons si je peux dire quelque chose dans des ouverts. Alors pour ce faire, au lieu de regarder près de l'origine, je vais vous changer les coordonnées, parce qu'en tête, moi, je l'ai fait que je peux prendre et travailler sur une sphère, et prendre l'origine et l'envoyer à l'infini. Et pourquoi je fais ça? Parce que si je considère W égale 1 sur Z, ben F devient G de W. Alors, ça c'est un premier exercice. Hein. Si vous vous ennuyez, vous regardez, c'est pas difficile, hein, ça se fait simplement. W plus 1 plus un grand taux de 1 sur W. OK? Donc, je reprends mon plan, maintenant c'est les plans de W. Et que se passe-t-il? Ben, en fait, il se passe que si je démarre à 1, ici, ouvert, et que je prends un point ici, dans le demi-plan à droite, ben, je vais... Quelle est son image? Donc, W va aller dans W plus 1. Alors, j'aimerais bien m'arrêter ici, mais pour faire ça, j'aurais dû choisir Z sur 1 plus Z, qui n'était pas un polynôme, et donc ça m'embêtait un peu. Ben, j'arrive pas à W plus 1, mais j'arrive dans un petit nuage, parce que si la partie réelle de W est plus grande que 1, mais 1 sur W est petit. Et donc, je suis arrivée ici, et je peux continuer à itérer. Donc, j'ai quelque chose qui est un ouvert, où les orbites, alors c'est... Vous allez me croire, parce que là, je suis déjà à 13 minutes, et si je vais arriver à la dimension plus grande, ben, il faut que je galope un peu. Donc, vous allez me croire quand je vous dis qu'on peut montrer, et ça c'est vieux, hein, je vais vous mettre la date c'est 1904, l'OFATU, on peut montrer qu'on va tendre vers plus l'infini en étant tangent à la direction horizontale, okay, à la demi-droite, au segment qui était important tout à l'heure, qui était simple à traiter. Donc à quoi correspond ces demi-plans? Alors, si je ne me trompe pas, ça correspond à ces petits disques, où les orbites vont tendre tangentiellement à cette direction que j'ai appelée une direction attractive. Okay, donc j'ai un ouvert de points où quand je regarde les orbites de z moins z carré dans ces points, dans cet ouvert, on va converger vers l'origine, tangentiellement en direction. Okay? Jusque-là, on est toutes et tous encore avec moi? Je ne vous ai pas perdu. Je sais que vous avez faim, mais bon. Ayez patience. Que se passe-t-il quand je regarde? Ils sont symétriques. Ces demi-plans ici. Ben, en fait, dans ce cas très très particulier, 1 sur W est défini, pardon, 1 sur Z est bien défini partout, sauf un 0. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je peux prendre et regarder ce qui se passe ici. Ben, j'étais en première fois, j'étais ici, j'étais en deuxième fois. Ah, je suis sortie. Je suis sortie en temps fini de ces demi-plans à droite. Et ça, c'est de gauche, pardon. Et ça, c'est vrai pour tous les points de ces demi-plans. Ok? C'est pas trop dur à démontrer. Du coup, je vais avoir un autre ouvert
ici deux points qui sortent en temps fini. Alors moi, j'aime pas trop, parce que tout sort en temps fini et tu ne sais pas ce qui s'est passé de ton point. Et donc, bon, je préfère regarder l'inverse pour la composition. L'inverse par la composition, f-1 de z, là peut-être que vous ne voyez pas, va être de la forme z plus z carré plus un grand taux de z cube. Elle ne sera pas définie partout. Elle sera définie que dans un voisinage de l'origine. De toute façon, on faisait des trucs locaux. Et vous auriez que les rôles de ces deux ouverts sont inversés. Donc, cet ouvert ici, qui est un ouvert répulsif pour f, sera attractif pour f-1. Alors, est-ce que je vous ai répondu? Est-ce que j'ai répondu dans un voisinage de l'origine? Pascal me dit, ben non, je veux dire, tu ne vois pas que ce n'est pas un voisinage. Ben oui, je vois que ce n'est pas un voisinage, mais alors avec un tout petit peu plus de forme et pas non plus de masse, je peux prendre un ouvert un peu plus grand. Je ne suis pas très bonne en dessin, ça se voit. Et un autre ouvert de l'autre côté, là on n'y comprend plus rien. Je reviens ici, ce que je suis en train de dire, c'est que je peux épaissir mes deux pétales, attractifs et répulsifs, pour avoir quelque chose qui s'intersecte. Et ici, quand je le fais, alors avant, si je le fais ici, je refais juste une seconde mon dessin parce que sinon c'est moche. Hop. Et on ne veut pas ça. Hop là. Si vous voyez bien, ça s'intersecte. Ok. Et quand je démarre dans la région blanche, bon, disons que je démarre ici, pas ici. Je démarre ici, dans l'intersection, je vais continuer, et au bout d'un moment, je vais rentrer dans la région orange, et tout va bien se passer. Donc au fait, d'abord je sors, quand je prends un point qui démarrait dans l'intersection de ces deux ouverts, d'abord je sors de mon pétale répulsif, pour après revenir en arrière. Et je peux même dire plus, je peux même dire comment je vais tendre vers 0. Parce que, itérer W plus 1, bon, oubliez juste 2 secondes le grado, si j'itère W plus 1, que se passe-t-il à l'itérer énième? Vas-y. W plus N, c'est exactement ça. Et donc, non mais j'ai besoin d'interaction. Hein. Moi je le fais avec mes étudiants et étudiantes et ça marche bien. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec Thomas, ce qu'il disait. Quand on ne peut pas vraiment appliquer ces maths, on fait au moins ça. Et c'est bien, on change un peu la donne. Donc, Wn ici sera de la forme bon, W0 plus N, hein, c'est pas exactement ça, mais presque. Et donc, Zn va tendre vers l'origine comme 1 sur N. Ok? Est-ce que... Bon alors, je suis d'accord, ce n'est pas une preuve. Hein. Ça, c'est l'idée d'une preuve. C'est l'idée de la preuve de ce résultat. Que je ne vous mets pas au tableau, hein, vraiment, un vrai... Pardon, je vais baisser. Je ne le mets pas vraiment au tableau, je vous donne juste un dessin. C'est le résultat général quand vous vous donnez un polynôme de degré quelconque et que vous vous dites, bon, cette fonction Lemma serait, parce que si je la prends définie dans un voisinage, j'ai une fonction Lemma qui est définie tangente à identité à l'origine, à l'ordre K plus 1, mais ces K plus 1 va contenir toute l'information que vous voulez pour dire combien de pétales attractifs ou combien de pétales répulsifs vous allez avoir. Vous allez en avoir K. Et c'est pour ça que moi, perso, j'ai écrit K plus 1. Dans la littérature, on peut trouver K aussi, mais après, on se ramène avec des K moins 1 tous les longs et c'est un peu fatigant. On ne va pas se le cacher. Et donc, Olo Fatou, il vous montre ceci, mais la preuve réside là-dedans. Alors, pour adapter cette preuve, bien évidemment, il va falloir changer là où on travaille. Okay, là, j'ai travaillé dans des disques bien gros. Ben, en fait, là, on aura envie de prendre... Alors, si je ne me trompe pas, je vais quand même regarder qu'est-ce que j'ai écrit ici. Oui. Ah oui, je suis en train de suivre tout ce que je voulais dire pour l'instant. Dans le cas général, les changements de coordonnées que vous allez prendre, c'est W égale à 1 sur A. Les K est là pour faire joli, Z puissance K. Et les problèmes, c'est que
quand vous conjuguez, vous avez des racines cayennes qui viennent dans la figure, et donc ça fait que vous avez plusieurs pétales, et vous pouvez aussi définir votre direction attractive et votre direction répulsive. Ok, ça c'est un bon résultat. Ça vous dit exactement ce qui se passe dans un voisinage de l'origine. C'est un résultat qui a été utilisé en long et en large, même en dimension supérieure. Et en dynamique globale, ça a des conséquences. Moi, je vais m'intéresser à ces résultats. Et je vais me poser... je vais me poser la question de la dimension supérieure. Et pour me la poser, je vais remarquer aussi qu'en 1985, si je ne me trompe pas, Camacho et Sherbakov montrent que, au fait, cette histoire de toute l'information est contenue dans les premiers termes non linéaires est l'information topologique qu'il vous faut. C'est-à-dire que si vous voulez classifier d'un point de vue holomorphe ces types de germes, là c'est compliqué, là il va falloir voir ce qui se passe dans les intersections ici, c'est toute une théorie compliquée. Mais si je veux juste savoir, connaître l'allure topologique, topologiquement, à homéomorphisme près, tout ce qui m'intéresse, c'est ces termes-là. En fait, le A, on s'affiche. Et F sera topologiquement conjugué au flot au temps 1 de Z puissance K plus 1 D sur DZ. Okay, c'est bien, c'est bon, c'est un beau résultat. Hein, on sait tout, on sait vraiment tout sur ce type des polynômes. Parce qu'on avait dit qu'on traitait les polynômes. Donc maintenant, moi je vais passer à la dimension supérieure, mais n'ayez pas crainte. Là, je ne sais pas pour quelle raison j'ai décidé de mettre CM. On va rester à la dimension 2. Okay, pour aujourd'hui, c'est largement assez. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, la dimension 2, je ne la figure pas. Donc j'ai du mal à voir C2. Et d'ailleurs, pour moi, C2, ça sera à nouveau des droites. Donc, vous allez le voir bientôt. Mais bon, du coup, la question reste toujours la même, mais en fait, je vais me poser une question encore. Je vais essayer de simplifier la question. Je vais me dire, je peux peut-être avoir une caractérisation complète dans un voisinage de l'origine, mais j'aimerais bien comprendre qui sont les orbites qui convergent vers l'origine. Okay, est-ce que ces bassins d'attraction de l'origine peut être à intérieur non vide? Alors, il est jamais vide, parce qu'il y a toujours l'origine. Ça, c'est bien. Okay, il y a l'origine, il n'est jamais vide, mais est-ce qu'il peut y avoir des points? Est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, des courbes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut être ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Et est-ce qu'il peut avoir plusieurs composantes connexes? Donc, je vais appeler une composante connexe de sa partie intérieure, si elle n'est pas vide, un domaine parabolique, parce que j'utiliserai pétale pour les cas unidimensionnels. Et donc, au domaine, c'est vraiment quelque chose qui sera bidimensionnel. Donc, je me pose cette question et je me dis, est-ce que je sais répondre dans des cas particuliers? Alors, il y a des cas particuliers où on sait répondre. Si vous prenez quelque chose qui est à variable séparée, c'est-à-dire un produit direct, là, c'est simple. Okay, là, il n'y a rien à faire. Mais là, pourquoi moi, je ne l'aime pas, cet exemple? Parce qu'en vrai, ça ne vous dit rien de plus. En fait, s'il n'y avait que cet exemple de produit direct, ça ne serait pas intéressant de travailler en dimension supérieure. Parce qu'on retrouverait tous les résultats qu'on avait en dimension 1 et pouf. Ok, en fait, il y a des applications qui ne sont pas des produits directs. Ok, donc, oubliez ça. Quel est un autre cas qui peut être simple à traiter si vous avez une courbe invariante, une courbe complexe invariante qui passe par l'origine? Si elle est invariante, c'est-à-dire si elle est envoyée d'un n-même par f, là, je prends f, je le restreins à ma courbe, et je suis contente, parce que j'ai à nouveau quelque chose d'unidimensionnel, et donc je me suis ramenée à quelque chose que je savais traiter. Mais au moins, ceci ne donnera pas l'information, ne me donnera pas de suite, comme ça, gratos, l'information, est-ce que j'ai un domaine, est-ce que j'ai un ouvert bidimensionnel de points qui peut être attiré par l'origine. Ok? Donc, comme je vous disais, je vais rester en dimension 2. Je vais, en fait, alors, comme tout le monde, j'ai recyclé des transparents. Et donc, je trouve que c'est plus joli de mettre ces grands taux parce que je vous dis que vous pouvez l'appliquer à des trucs plus compliqués. Mais si les trucs plus compliqués ne vous plaisent pas, oubliez les grands taux. Vous avez un polynôme qui commence par Z et qui a sa première partie homogène non nulle.
Mais c'est homogène, hein, c'est important. Là, je suis à 2 variables, j'ai 2 polynômes homogènes, dans les x et dans les y, okay, du même degré. Et je peux oublier de tout le reste. J'ai cette application homogène de degré k plus 1. Donc cette application, puisqu'elle est homogène, elle peut se remonter, en fait, elle induit quelque chose sur l'espace projectif. On va y arriver. Alors n'ayez pas trop peur de l'espace projectif, c'est très joli l'espace projectif. C'est l'espace des droites passant à l'origine, conscienté par la multiplication. C'est rien plus que ça. Et c'est très utile. Et donc, quelle est l'idée qu'on va utiliser aujourd'hui? C'est une idée qui est vieille comme le monde. Bon, peut-être qu'on va pas faire tout ça. C'est plus vieille que moi, ça me suffit. On va étudier, on va regarder cette première partie non linéaire. Parce que, comme on l'a dit, l'identité ne bouge pas. Je regarde cette première partie non linéaire et j'ai 2 schémas possibles qui s'ouvrent à moi. Ou bien je regarde cette première partie non linéaire comme un champ de vecteur et je me dis, mais si je regarde z plus b de z, c'est comme si j'étais en train de regarder la méthode de l'air au temps 1 du champ de vecteur v des z. Ok? Donc je le vois comme un champ de vecteur bidimensionnel, complexe. Hein, et je me dis, mais c'est la méthode de Euler, donc je dois pouvoir dire quelque chose d'intéressant en regardant les trajectoires de v. Le problème est où? En fait, il y a eu tant de résultats sur les trajectoires complexes d'un champ de vecteurs complexe. Quand je dis trajectoire complexe, c'est d'une part, elles vivent dans le plan complexe, dans C2, dans l'espace complexe, mais d'autre part aussi, je les regarde au temps complexe. Ok? Et en fait, moi, on m'a appris que dans C, vous trouvez R, vous y trouvez N. Et c'est idiot, hein? Mais quand vous itérez quelque chose qui est une application polynomiale, vous itérez au temps entier. Les entiers sont d'abord réels, et là vous avez un bon concept de plus l'infini au moins l'infini. Et après, bien sûr, ils vivent dans les corps complexes. Mais si vous regardez juste les feuilles complexes, vous aurez perdu l'information. C'est-à-dire que si jamais mon orbite vit dans une feuille complexe, si jamais, au lieu de prendre la méthode de l'air, je prends les flots au temps 1 du champ de vecteur A, B, je peux intégrer, et si les feuilles que je retrouve ne contiennent pas 0 dans l'adhérence, je sais qu'il n'y aura pas d'orbite sur cette feuille qui tend vers 0. Ok. Mais si j'ai une feuille qui contient 0 dans son adhérence, est-ce que je peux trouver une itérée, est-ce que mes itérées vont aller vers cette feuille, vers ces points 0? Peut-être que, ben non, peut-être que j'y vais qu'à un point imaginaire pur. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que étudier les trajectoires réelles, ça a été beaucoup moins fait. C'est beaucoup plus difficile, et c'est les schémas que nous avons pris avec Xavier Buff récemment, c'est des résultats un jour on terminera d'écrire, je ne sais pas, ce n'est pas encore le cas, mais on va y arriver, j'en suis sûre. Et d'abord, les gens, c'est qu'ils ont, les autres collègues, ce qu'ils ont fait a été plutôt de chercher des directions préférées pour la dynamique, c'est-à-dire de suivre, de se dire, je vais essayer de trouver un théorème de Lafleur, une théorème de Lafleur, en dimension plus grande. Et donc, je vais chercher pour des directions préférées par la dynamique. Les problèmes, encore une fois, c'est que les directions qu'on obtient, je l'ai ici, les directions qu'on obtient sont complexes. Donc en fait, vous êtes en train de prendre des plans complexes. Et là encore, à l'intérieur de ces plans complexes, on aura peut-être des directions réelles. Ok? Bon, ok, mais déjà, si on sait les caractériser, ces directions complexes, ça sera déjà pas mal. Et ces directions complexes, on sait les caractériser. En fait, c'est un résultat, c'est un petit résultat. Hein, ça se trouve, si vous voulez la preuve, c'est dans un des papiers de Monica Kim, où elle revisite un peu ce qui étaient des résultats annoncés par Jean Eckhall. Donc, je pense que c'est un papier de 1998, où elle dit, si on orbite tend vers l'origine tangentiellement en direction complexe, cette direction, c'est un plan complexe passant à l'origine, qui est envoyé dans lui-même par mon application homogène V. Donc j'ai un plan qui est envoyé dans lui-même, il peut être envoyé dans lui-même de façon dégénérée, c'est-à-dire tout le monde est
écraser sur l'origine, et ça c'est ce qu'on appelle qu'elle appelle en direction caractéristique dégénérée, ou bien il peut être envoyé sur un autre point de la carte, et ça sera en direction caractéristique non dégénérée. Si je regarde l'application qui est induite par V sur les P1 de C, je suis en train de me demander si j'ai un point d'indétermination ou bien si j'ai un point fixe. Si ce que je viens de dire vous a confus plus qu'autre chose, oubliez. OK? Alors, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis après. Donc, Ah oui! Ah, pardon. Et je n'étais pas en train de me lire. Bien évidemment, il se peut que toutes les directions soient caractéristiques. Exemple, parce qu'en fait, on ne peut pas faire des trucs sans des exemples. En tout cas, pour moi, je ne peux pas. J'embête toujours mes petits sur ça. Si vous prenez V de xy égale à x fois xy, okay, c'est-à-dire x carré xy, bon, là, vous avez que toute direction est caractéristique. Et vous savez aussi dire qui sont les directions dégénérées, c'est-à-dire qui iront à 0. OK? Et donc, dans la suite, dans les 10 minutes qui me restent, donc il faut que je... 10 minutes, j'ai encore 10 minutes. J'en ai 9. Qui me reste, je vais me positionner dans les cas non dicritiques, c'est-à-dire j'ai un nombre fini de directions caractéristiques. Les directions caractéristiques, comme vous avez des trucs polynomiaux en dimension 2, ben, c'est simple, hein, vous faites des calculs, vous avez quelque chose qui a des degrés k plus 1, vous avez deux coordonnées, combien de directions caractéristiques vous allez avoir? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, vous faites le petit calcul et vous allez en trouver k plus 2. Okay, donc si k est égal à 1, c'est-à-dire si je me ramène au cas plus simple, c'est-à-dire le cas de multiplicité 2, k est égal à 1, et donc j'aurai 3 directions caractéristiques. Comptez avec multiplicité, bien évidemment. Hein. Ça, on ne va pas oublier. Et alors là, je me rappelle... Ah oui, c'est bien. Alors là, je vais vous donner quelques images. Hein. Quelques images. Donc là, c'est un énoncé qui n'est pas précis, qui est volumément pas précis, mais... Comme je vous disais, il y a eu beaucoup de travail sur cette histoire de... Je prends un germe. Alors un germe, si vous vous rappelez pas de ce que c'est un germe, c'est juste de se dire, je prends quelque chose qui est défini localement et si j'en ai besoin, je restreins l'ensemble des définitions. Okay, et j'ai fait une relation d'équivalence là-dessus. Sinon, prenez un polynôme, on s'affiche. Hein. Donc un polynôme en application polynomiale en dimension 2, tangente à identité, à un certain ordre, à l'heure non dicritique, alors je prends une direction caractéristique, et les résultats les plus forts qu'on a en ce moment, c'est, alors, ou bien il existe une courbe de points fixes qui passent et qui sont tangentes à cette direction caractéristique, c'est-à-dire votre point fixe origine n'était pas un point fixe isolé, c'est qui n'arrive pas en dimension 1, ou bien vous avez un pétale parabolique. Qu'est-ce que c'est un pétale parabolique? Ce n'est pas une courbe invariante, c'est une courbe qui atterrit sur 0. 0 est sur l'adhérence de la courbe, mais c'est une courbe complexe, invariante, une petite courbe. Alors, attendez, je vais vous faire C2. Alors, C2 est un peu dur à faire. Si vous aviez pris Z plus B de Z, ce résultat est trivial. Parce que quand vous prenez Z plus B de Z, identité plus mon champ de vecteur, mais en fait, dans ce cas-là, les directions caractéristiques, comme elles sont envoyées d'elles-mêmes, mais vous les mettez dedans, vous avez vraiment des droites invariantes pour F. Et donc là-dedans, vous retrouvez vos pétales parce que c'est unidimensionnel. Donc vous avez les pétales que vous aviez en dimension 1. Donc c'est là qu'il est intéressant de mettre un ordre supérieur. Je vais mettre 3 petits points, pas m'associer trop. Donc C2 pour moi, ça sera juste ce plan-là. Ce qui vous dit le théorème, en fait, d'abord Descal, puis Hakim, puis Abaté, puis etc. Et Lopez-Hernán et Rosas, il n'y a même pas 5 ou 6 ans, qui a démontré les derniers résultats sur ce type de question qui est valable qu'en dimension 2. Je ne sais plus où c'est que j'ai fait dans la craie orange. C'est que vous avez un pétale. Donc en fait, on va prendre ce plan
direction caractéristique. Et ici, on aurait envie de faire notre théorème de la fleur, mais en vrai, ce qui se passe, c'est que j'ai un graphe au-dessus de ce truc-là. Donc j'ai un truc unidimensionnel qui est tangent en direction réelle à l'intérieur de ma direction caractéristique qui était complexe. Alors, si je fais ça, si j'ai ce type de résultat, ce qui va se passer, c'est que je peux obtenir qu'un nombre fini de pétales. Okay, parce que c'est vraiment, j'ai un nombre fini de directions caractéristiques, j'ai un nombre fini de pétales. C'est aussi bête que ça. Est-ce que je peux avoir des conditions pour avoir des domaines paraboliques? La question que je vous posais tout à l'heure. Oui, donc il y a des conditions qui sont des conditions sur la dynamique transverse à cette direction caractéristique qui vous donnent l'existence de domaines, c'est-à-dire des trucs vraiment bidimensionnels. Moi, je l'imagine comme un espèce de petit ballon autour de ma direction caractéristique. Mais bon, chacun s'en trouve, de toute façon, à la carte, on va savoir ce que c'est. OK. Du coup, il y a une question. Est-ce que je peux avoir des orbites qui tendent vers l'origine, en dimension plus grande, qui ne sont pas tangentes en direction caractéristique, et donc à aucune direction réelle, par ailleurs? Ceci n'arrive pas en dimension 1. Ah. Oui, on peut. C'est pas très dur. Et ce sont des exemples qui ont été trouvés d'abord par Evie et après par Rong. Et je vais vous en donner une visualisation ici. Alors, je vous ferai d'abord... En fait, vous voyez, je vous montre des images, je ne vous explique pas. C'est beau. Hein? Bon, non, ça, en dimension 1, ça allait. Hein. Je ne vous explique pas. Qu'est-ce qu'on a fait là? Ça, c'était un peu le démarrage de notre projet avec Xavier. Xavier, lui, il me dit, non, mais je veux visualiser ces deux. Et moi, je lui disais, mais non, mais on ne peut pas. Comment veux-tu faire ça? Mais il dit, mais si. Parce que si je prends Z plus B de Z et que je me place sur une des directions caractéristiques, comme elle est invariante, elle est envoyée d'elle-même. Je sais faire. Mais on n'a qu'à prendre un truc au milieu, il m'a dit. Pour savoir si on a des domaines attractifs, des domaines de quelque chose qui est vraiment bidimensionnel, je vais trancher par un plan complexe qui passe par l'origine, pas loin peut-être de mes directions caractéristiques, et puis je vais demander au système, au programme que j'utilise, de me colorer les points noirs. Donc je vais prendre un point ici, supposons que ça c'est y égale à moins x. On va faire. Je veux me placer ici, je prends ici et j'itère. Et je dis au système, itère-moi les points, calcule-moi les x de ce point et les y de ce point, la première coordonnée et la deuxième coordonnée, et puis si elle reste bornée, si elle ne s'échappe pas, tu me le colores en noir. Donc en fait, on voit comme une impression de ce domaine qui devrait être parabolique, hein, mais pas tangent à la direction caractéristique, là-dedans. Et donc, là, je vous ai dessiné, là, ok, j'ai 2 minutes. Je ne vous parlerai pas des surfaces actives, je suis désolée. Là, on voit quelque chose qui spirale. Ça ne veut rien dire. Ces trucs que je vous ai montrés là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une orbite qui spirale autour de ces droites complexes et je l'ai juste projetée. De façon idiote, hein, j'ai pris la première coordonnée et je lui ai dit, montre-moi ce qu'elle fait la première coordonnée. Si je veux vraiment savoir ce qu'elle fait la première coordonnée, je dois étudier les vecteurs tangents. Comment je visualise les vecteurs tangents? Mais je le visualise sur la sphère de Riemann. Je fais xn sur yn. Aussi bête que ça. Et quand je fais ceci pour cet exemple, et pour cet exemple, on voit un cercle autour d'un point qui est notre direction caractéristique. Alors, je pense que je n'aurai vraiment pas le temps de vous dire beaucoup plus que ça. Alors, je vais juste vous montrer les résultats qu'on a, et puis je vais vous montrer des images, puis je ne vous expliquerai pas vraiment d'où ça vient, mais si vous voulez, il y a toujours les questions. En fait, les résultats qu'on a, c'est lui que vous voyez au tableau. On s'affiche un peu, hein, pourquoi c'est exactement cette forme. Enfin, nous, on ne s'affiche pas, mais vous, aujourd'hui, vous affichez. Quels sont les trucs importants ici? Les mots importants ici, en tout cas de mon point de vue, c'est ça.
C'est ça qui donne du sens à mon travail, à notre travail. C'est ça qui dit que aller à une dimension supérieure, c'est trouver quelque chose de nouveau. Parce que si je regarde les orbites qui convergent, enfin les domaines spiralants qui sont attachés en direction caractéristique, j'ai un nombre fini de directions caractéristiques, donc j'ai un nombre fini. Ceux qui étaient même tangents en direction caractéristique, j'ai un nombre fini aussi, mais là on en a un nombre fini. Alors, comment on les trouve? On a plein d'outils, hein, mais comment on les a vraiment trouvés? Je suis désolée, Ah, voilà, non, c'est ça. C'est qu'on a fait, on a coupé. Est-ce que je peux prendre 40 minutes? J'ai besoin d'une minute. Pardon. Non, en fait, c'est pas au chair qu'il faut demander. Est-ce que vous voulez voir au moins 2 images de plus? C'est bon. Yes. En fait, c'est qu'on a fait, on a pris et on a fait une tranche. Donc on sait dire quelles sont les directions caractéristiques dans ce cadre-là. Et on a fait exactement la tranche y égale moins x. Et on se dit, qu'est-ce qu'on voit? Et vous voyez, il y a du noir. On y voit que dalle. Voilà, il y a du noir ici, il y a du noir ici, etc. Puis on se dit, tiens, c'est drôle, il y a du noir. Qu'est-ce qui se passe-t-il sur l'orbite? Et on voit ça. On voit quelque chose qui, et à nouveau, ça peut être pas correct, ce que je viens de montrer. Non, ça peut juste être parce que l'ordi fait n'importe quoi. Du coup, on s'est dit, on va projeter sur la sphère à l'infini. Pardon, je me rends compte que je parle à moi-même. Pourquoi je projette sur la sphère à l'infini? Parce que je suis en train de compactifier C2, et cette fois, pour compactifier C2 à P2, je dois rajouter un P1. Okay, et c'est ça qui est intéressant. Et là, sur la sphère à l'infini, on voit, donc en fait, ça, c'est la projection. Alors, cette partie-là, ça ne veut rien dire. Voilà, là, pour le coup, ne me posez pas la question, ça ne veut rien dire, ce truc-là, ça ne veut rien dire. Par contre, ce qui se passe pour les vecteurs tangents, le vecteur tangent est en train de s'accumuler sur cette courbe qui est fermée, mais qui maintenant, c'est pas ça. Oui, là, il faut que je termine. Après, on se dit, mais est-ce que du coup, on avait plusieurs parties noires? Est-ce que c'est la même composante connexe? Est-ce que c'est des pré-images de la composante connexe? On a vu ça, on s'est dit, on comprend que dalle. On a vu ceci sur la projection à l'infini. Et là, on s'est dit, ah non, mais ça ne doit pas être dans la même famille. Ça ne doit pas être le même domaine. Ça ne doit pas être une image du même domaine. Ça a l'air d'être un autre domaine. Et dès là, on a fait plein de calculs, plein de maths différentes et variées. On est allé pêcher dans les surfaces affines pour comprendre les choses. Mais là, je n'ai vraiment pas le temps de vous en parler parce que mon chair se lève. Donc, je vais juste... Il y a tout un tas d'images que je ne vous ai pas montrées, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas une façon d'arriver à la fin. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit vraiment générique. Si tu veux, il y a des questions d'indices. Donc tu as des sommes. Alors là, je parle vraiment aux spécialistes, je suis désolée. Quand vous regardez sur la sphère de Riemann, ces points, pose-toi dans les directions caractéristiques, il y en a 3. Okay, on est K égale 1, tu as 3 directions caractéristiques, qui est le cas ici, et tu as les 3 sont non dégénérées et distantes. Okay? Donc là, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu prends ta courbe, tu as une relation de. Tu as des résidus dedans, et du coup, tu ne peux pas non plus faire n'importe où et n'importe quoi. Donc moi, je pense que cet exemple est assez particulier. Et après, tu peux par contre avoir essentiellement tous les nombres que tu veux de domaines spiralants. C'est-à-dire qu'il y a un entre les deux, et le fait qu'on n'ait pas trouvé les domaines spiralants avant, enfin pas trop, devrait venir du fait qu'on s'était focalisé sur les directions caractéristiques et autour des directions caractéristiques. Et eux, ils vivent loin.
des directions caractéristiques. Donc ça, dans ce sens-là, c'est générique, mais l'effet d'en avoir en infinité, je ne miserai pas dessus. S'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier encore. Est-ce que c'est végétarien au moins? Est-ce que c'est végétarien? Il y a des trucs. Ah, c'est quoi, t'as pas voulu? Mais non, moi je ne voulais pas le faire spécial. Et ce soir, il y a une façon de reparler. Merci. Merci beaucoup. J'ai lâché, je crois, le dernier tour. Je sais pas. Bah, si, moi je m'inquiète, c'est important. Moi j'avais un job, Mais en fait, ce qui était bien dans cette fonction, c'est que sur les traînées, on n'a pas eu des gigas super stars, mais des très bons accélérés. Là, on n'a pas eu de la générale, on n'a pas eu la générale.